On va démarrer. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue ici à la CCI Hauts-de-France pour CRRE. Alors, on ne va pas se mentir, hein, c'est une journée particulière, dans un contexte très particulier. Alors, ce soir, je vais laisser les experts en parler, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles non plus, mais on va en avoir. Donc ça, c'est le point positif et on va essayer de passer, en tout cas, ça c'est certain, un bon moment, tous ensemble, lors de nos échanges et puis ensuite, après, avec le cocktail en toute convivialité. Et pour vous accueillir dans cette convivialité, dans cette bonne humeur et cet optimisme toujours, Antoine Leduc qui va vous accueillir, qui est le président de notre commission études. Du coup, je t'ai mis la pression, tu es obligé d'être optimiste. Hein. Je vais être pragmatique. Ouais. Antoine, bonjour à toutes et à tous. Un petit mot maintenant sur ces rencontres régionales de l'économie. Un rendez-vous qui aujourd'hui, je ne sais pas à la combienième édition on est, mais c'est un rendez-vous qui est bien installé, avec un collectif qui est soudé derrière, la CCI, la CMA, la Chambre d'Agri, la Banque de France. Pourquoi elles sont importantes, CRRE? Alors c'est la deuxième édition de cette année 2023. Pourquoi ces rencontres régionales de l'économie sont importantes? Tu l'as dit Fanny, le contexte est inédit. On en demande énormément aux entrepreneurs français en ce moment. On en a beaucoup sur les épaules et à juste titre parce que depuis 2019, on cumule les crises. Je tiens à rappeler que la précédente pandémie, c'était 1918 avec la grippe espagnole, que la précédente inflation que nous sommes en train de vivre, c'était 1979 avec le deuxième krach pétrolier. Et nous, depuis 2019, on en a vécu deux. Additionné aux conséquences de ces crises, c'est-à-dire l'augmentation des prix, la difficulté de l'obtention des crédits, le changement de comportement des clients, des consommateurs, mais aussi les besoins de nos collaborateurs et collaboratrices, ça fait beaucoup pour les patrons français. Et donc c'était important pour nous de faire un arrêt sur image, de se dire ok, on fait un stop. On s'arme de nos collègues élus à la CCI Hauts-de-France et avec l'ensemble de nos partenaires, la CMA, la Chambre régionale d'agriculture et la Banque de France, pour vous donner des outils statistiques, des données factuelles, et pour permettre à l'ensemble des dirigeants, d'entreprises, mais aussi aux collectivités, de prendre les meilleures décisions pour l'avenir de leur entreprise et de leur organisation. C'est l'enjeu de ces rencontres régionales de l'économie et c'est l'enjeu de cette conférence. Alors tu l'as dit Antoine, l'économie subit depuis 3 ans maintenant à peu près de nombreux chocs d'envergure sanitaire, tu l'as dit, évidemment climatique, ça on l'a vu aussi à travers les différents épisodes climatiques, géopolitique, on le voit malheureusement encore aujourd'hui, et puis il y a aussi des chocs technologiques avec cette arrivée notamment de l'intelligence artificielle. Dans quel état d'esprit le dirigeant finalement avec tout ça, optimiste, combatif? Alors, un entrepreneur se doit de toute façon d'être optimiste, sinon il n'entreprend pas. Ça, je pense que c'est la caractéristique même des entrepreneurs. Mais il faut être quand même pragmatique, c'est ce que je l'ai dit aussi. Donc, je ne vais pas revenir sur les conséquences des différentes crises que j'ai citées, mais additionner à cette rupture technologique que nous sommes en train de vivre depuis des années, avec le digital bien sûr, mais notamment avec l'intelligence artificielle de ces dernières années, je pense qu'on n'est pas prêt. Au niveau de l'impact de l'IA sur nos vies et sur nos entreprises. De nombreux experts pensent même que l'impact de l'intelligence artificielle sera bien plus virulent que l'impact même du digital il y a 20 ans. Je donne un exemple avec l'application que tout le monde connaît, ChatGPT. En l'espace de 3 mois, il a conquis le cœur de 100 millions d'utilisateurs. Donc on ne se rend pas compte de la vitesse de propagation de ces petites applications l'une à côté de l'autre, mais dans son ensemble, c'est vraiment une transformation du monde et des usages qui est considérable. Donc à chaque rupture, il y a 2 écoles. Il y aura les entreprises qui resteront sur le quai de la gare en train de regarder le train passer, et malheureusement ces entreprises disparaîtront. Et puis il y a les entreprises qui monteront dans le train, qui se feront accompagner, qui innoveront, qui s'adapteront et qui se développeront. Et c'est tout l'enjeu de la CCI Hauts-de-France que je représente ce soir, premier réseau public d'accompagnement des entreprises, mais aussi de l'ensemble des partenaires, la CMA, la Chambre régionale d'agriculture et la Banque de France, qui est l'accompagnement des entreprises. Je pense que c'est la clé, l'accompagnement dans un contexte inédit et incertain comme ce soir. Ne pas rester seul face à ces défis et à ces nombreuses transitions. Grand merci Antoine pour cette introduction. Et bonne conférence. Merci et on va... Merci, je te reprends le micro. Merci à toi.
rapidement un petit coup d'œil au déroulé pour vous dire un petit peu effectivement. Donc vous savez, hein, c'est le titre de cette deuxième édition de CRRE 2023, rentrée économique, le grand écart, point d'interrogation. Nous allons répondre à cette question avec un tour d'horizon de la conjoncture mondiale, européenne et française, un zoom sur les indicateurs économiques de la région de France avec toujours ces indicateurs qu'on regarde en permanence, l'état d'esprit des dirigeants, l'emploi, les défaillances. On fera un zoom sur un secteur majeur, on vous dira un peu plus sur le BTP, un focus sur l'agriculture, le commerce, services, l'artisanat et l'industrie. Et puis enfin, une dernière séquence, enjeux et perspectives, et surtout les enjeux et perspectives pour la ferme France. Et c'est Laurent Degène qui prendra la parole. Et puis ensuite, je vous laisserai évidemment la place pour vos questions. Voilà, on va démarrer avec la conjoncture mondiale, européenne et française. Et je vais inviter Karine Jupin à me rejoindre. Venez, chère Karine, vous êtes directrice régionale de la Banque de France. Comme tu veux. Voilà, alors on va dérouler d'abord une première question. On avait vu ensemble que l'année 2022, mouvementée sur le plan géopolitique, était restée quand même résiliente sur le plan économique. Quid de 2023 ? Est-ce qu'on a là une année qui marque le ralentissement de l'économie mondiale ? Alors, sur l'économie mondiale, en effet, pour planter le décor avant d'arriver dans notre belle région des Hauts-de-France, ce qu'on constate, c'est un ralentissement, en effet, de l'économie mondiale. On est sur une prévision de croissance autour de 3% au niveau mondial, qui a été révisée à la hausse au cours de l'été, légèrement à la hausse. Et cette croissance mondiale, elle est tirée à la fois par les États-Unis et le Japon. Et puis à l'inverse, la Chine, qui, même si elle est à quasiment encore une prévision de 5% de croissance, a tendance un petit peu à reculer. Alors, si on regarde le graphe là, qui vous est projeté, on voit qu'au niveau de la production, il y a un ralentissement de la production. Et là, vous voyez, on est proche de zéro. Si on compare par rapport à l'année dernière, les volumes produits vont augmenter de 0,2%. Donc, vous voyez, quasi stable. Et ça, c'est depuis le milieu de l'année 2023. Et si on regarde sur les échanges de biens et services, là, on est en recul au niveau mondial, et notamment dans la zone euro, qui est le petit bâton bleu turquoise. Donc là, vous voyez sur le commerce mondial un recul sur l'année 2023. Et pour le coup, pour donner un peu d'optimisme, les prévisions pour l'année 2024 sont plus favorables, parce que c'est plus 3% sur les échanges de biens et services qui sont prévus en 2024. Donc voilà, une petite vision, lueur d'espoir. Très bien, il en faut. L'inflation, elle a été et continue d'être l'un des sujets majeurs de l'actualité économique. Est-ce que les banques françaises parviendront à juguler finalement cette hausse des prix avec les taux ? Alors, donc en effet, l'inflation, c'est le principal sujet de préoccupation. Donc on voit que l'inflation mondiale, elle est en net ralentissement. On a passé le pic au courant de l'année 2022 au niveau international, puisqu'on était à plus de 8%, quand aujourd'hui on est légèrement au-dessus de 4%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour notre économie mondiale. Et donc vous voyez que c'est notamment en Chine qu'il y a cette baisse de l'inflation, et qui est en lien avec ce que je vous disais sur l'activité, parce que s'il y a une baisse des prix aussi en Chine, c'est parce que le rebond attendu après la période confinement zéro Covid n'est pas à la hauteur de ce qui était prévu. Donc à la fois bonne nouvelle pour l'inflation, et moins bonne, c'est le revers de la médaille pour la partie activité. Et ça se confirme aussi chez nous, ce ralentissement. Et oui, et ça se confirme dans la zone euro et en France, parce que vous voyez, dans la zone euro, on a passé le pic aussi. On est à moins 3 points sur le taux d'inflation. On était à quasi 9, on est plutôt à un peu plus de 5 aujourd'hui. Et c'est le cas aussi en France. On a un niveau
d'inflation autour de 5% en France. La baisse, elle est un peu moins marquée en France parce qu'on a eu des mesures d'accompagnement, vous savez, notamment avec les boucliers tarifaires, et qui du coup limitent la baisse, notamment sur le carburant, l'électricité, qui limitent cette baisse. Mais là aussi, bonne nouvelle dans la zone euro et en France. C'est la cible de la Banque centrale qui continue de jouer sur les taux. Bon, voilà l'évolution. Oui, pour lutter contre cette inflation et la faire baisser, vous avez tous noté que la Banque centrale européenne a procédé à 10 multiples hausses des taux, puisqu'il y en a eu 10 depuis juillet 2022. On est passé à un taux de refinancement de 0%, taux de refinancement des banques auprès de la BCE, à 4,5% aujourd'hui, mais c'est des mesures qui sont nécessaires pour lutter contre l'inflation. Et on y reviendra peut-être dans les questions, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces hausses de taux, il faut un temps pour qu'elles aient un effet sur l'économie réelle qui est de 1 à 2 ans. Donc l'effet de ces hausses de taux n'est pas encore, on n'a encore pas pleinement les effets sur l'inflation de ces hausses de taux. Aujourd'hui, sans choc majeur sur les matières premières, on pense qu'on a un niveau de taux qui est approprié. C'est plutôt la durée, le temps où ces taux seront appliqués qui est la question aujourd'hui. Est-ce qu'on risque pas de casser la croissance? Du coup, là, on voit vos prévisions. Alors, sur la croissance, on a revu les prévisions de croissance pour la France qui ont été revues à la hausse, puisqu'elle est à 0,9% pour l'année 2023. Donc là aussi, c'est une croissance qui est modérée. Mais vous savez, en début d'année, quand on s'était parlé, on s'interrogeait sur une potentielle récession. Donc là, on voit qu'on n'est pas en récession. Il y a un ralentissement de l'économie, mais on a cette croissance de 0,9%. Donc pourquoi elle a été révisée à la hausse? C'est notamment parce que sur le créneau des exports, les nouvelles ont été plus favorables que ce qui était attendu. Et puis, à l'inverse, pour 2024, la prévision de croissance, elle a été révisée, mais là, à la baisse. Et on prévoit aussi une croissance modérée à 0,9% et une reprise à partir de 2025 avec une croissance de plus 1,3%, comme vous le voyez sur les slides. Très bien, merci beaucoup Karine Jupin. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans notre région Hauts-de-France avec Grégory Stanisleski, notre directeur des études à la CCI Hauts-de-France. Bienvenue Grégory, et tu vas donc nous faire ce focus région. Quel est d'abord l'état d'esprit des dirigeants et comment évoluent finalement les défaillances et l'emploi derrière tout cela? Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai choisi de commencer cette présentation non pas par un indicateur économique, mais un indicateur sur le moral des dirigeants qui montre bien finalement la situation que vivent actuellement les chefs d'entreprise. Vous le voyez sur le moral des dirigeants, entre les optimistes et les pessimistes, finalement il y a un grand écart. C'est vraiment c'est partagé. Vous avez des dirigeants qui ont confiance en l'avenir, qui sont optimistes, qui sont combatifs. Mais on a aussi de plus en plus, et on constate à chacune de nos enquêtes, des dirigeants qui sont attentistes, qui sont résignés, mais qui aussi sont de plus en plus stressés et inquiets sur l'avenir. Donc ça montre bien finalement le grand écart qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais commencer sur ce slide, où finalement les dirigeants de la région sont de plus en plus inquiets. Le premier indicateur, c'est l'indicateur classique de l'emploi. Là aussi, un indicateur effectivement intéressant puisqu'il montre la dynamique de notre économie et de l'activité. Vous voyez, après une année 2011, 2021 et 2022, où on a eu beaucoup de créations d'entreprises dans la région, il y a un essoufflement clair au niveau de l'emploi qu'on observe au cours des 2 premiers trimestres de 2023. On a créé que 3800 emplois depuis le début de l'année jusqu'à juin. Donc la dynamique est moins forte que ce que l'on observait au cours des précédentes années,
avec une forte baisse dans la construction, dans l'industrie. Le secteur du HR se maintient notamment. Et l'autre indicateur, c'est l'observatoire que nous réalisons au niveau de la CCI sur le qui recrute, où nous suivons régulièrement à travers la presse les entreprises qui annoncent des projets de recrutement. Eh bien, nous avons une chute des projets de recrutement qui ont été annoncés au cours du 3e trimestre, donc de la période de juin à septembre. Où vous le voyez, on a 2500 emplois qui ont été annoncés. Donc là aussi, net recul des prévisions aussi et des annonces de recrutement au niveau de la presse. L'autre indicateur que nous suivons au niveau de la CCI, ce sont les défaillances d'entreprises. Là aussi, vous le voyez, croissance des défaillances. Vous avez les données du 3e trimestre de 2023. Même si on a plutôt une normalisation au niveau des défaillances par rapport à la situation qu'on a connue avant Covid, mais malgré tout, c'est une hausse. Et c'est une hausse qui est assez importante dans 3 secteurs que j'ai mis sur le slide, le commerce de détail, le BTP et les hôtels, cafés, restaurants, qui sont les 3 secteurs les plus concernés, mais là aussi des secteurs qui sont de plus en plus impactés par les défaillances d'entreprises. Et Grégory, si je peux me permettre, si on regarde le côté positif, on peut parler, et ça va venir booster l'emploi, de ces très belles annonces dans la région de France, notamment sur l'industrie avec les gigafactories, le 2e EPR. Enfin, voilà, il y a plein notamment sur Dunkerque, mais pas que, parce que c'est toute la région de France qui va en bénéficier. Ça va venir remettre un peu des signaux verts sur l'emploi. Oui, alors effectivement, il y a des bonnes nouvelles, il y a des grosses implantations dans certains territoires qui vont redynamiser ces territoires, mais qui va aussi essaimer au-delà du Dunkerquois, puisque je pense que ça va essaimer jusque Boulogne, mais aussi dans l'Interland du territoire de la Flandre intérieure, Armentières-Hasbrook, donc qui va bénéficier à l'ensemble du territoire, et ça va aussi générer de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, de nouveaux besoins en formation. Donc ça, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'espère que ça se concrétisera dans les chiffres de l'emploi. De l'an prochain, quand on sera ici ensemble pour les prochaines RRE. Merci beaucoup, Grégory. Je pense que c'est terminé pour la partie Hauts-de-France, en tout cas ce zoom général avec l'état d'esprit, l'emploi et les défaillances. Je vais relaisser la parole à Karine Jupin. On va zoomer, vous le voyez, sur un secteur qui est malmené, on peut le dire. Il y a cet adage bien connu qui dit quand le bâtiment va, tout va. Là, c'est pas forcément la grande forme. On a voulu du coup vous proposer ce zoom pour bien comprendre pourquoi ça coince par moment. Alors, Karine Jupin, vous avez interrogé côté Banque de France les chefs d'entreprise cet été. Comment ils sont? Quelles sont les prévisions, notamment du côté des grands donneurs d'ordre? Alors oui, en effet, vous savez, on fait une enquête en début d'année qu'on présente ensemble, et puis à mi-année, on interroge à nouveau les chefs d'entreprise pour leur demander comment ils voient les prévisions qu'ils nous avaient apportées. Et donc, vous voyez, pour la construction, une activité en demi-teinte, parce que, à la fois, on a une prévision de chiffre d'affaires qui est entre 2022 et 2023, qui est plus importante que ce qu'ils nous avaient dit en début d'année. Donc ça, c'est quand même le point positif, parce qu'on était autour de 2% en début d'année, et là, ils nous disent on pense que notre chiffre d'affaires va progresser de 2,8%. Donc ça, plutôt bien. En revanche, il y a une entreprise sur 3, malgré tout, qui nous dit qui revoit ses prévisions à la baisse. Alors, pour différentes raisons, mais la première raison, c'est parce que l'activité, la demande n'est pas présente. La deuxième raison invoquée, c'est les recrutements, le fait qu'ils ont des difficultés à recruter et qu'ils ne prennent pas certains marchés. Et puis est aussi évoqué certains retards sur les chantiers qui contribuent à réduire l'activité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit qu'on a 2 entreprises sur 3 qui nous disent qu'elles ont des difficultés de recrutement. Donc, même si la tendance s'améliore sur le marché de l'emploi pour les entreprises, le secteur du bâtiment est un secteur qui est encore très impacté. Et puis le dernier point, c'est sur les délais de paiement,
puisqu'on a quasi 30% des entreprises qui nous disent qu'il y a une hausse des délais de paiement. Donc là aussi, c'est un indicateur significatif dans un contexte de trésorerie quand même plutôt plus basse que ce qu'on a pu observer les années précédentes. Merci Grégory. C'est pas forcément le bâtiment qui ne va pas, c'est surtout le logement. Il y a cette crise du logement neuf qui vient plomber un peu le secteur, hein, carrément même. Alors effectivement, pour l'une des principales raisons d'inquiétude des dirigeants du secteur du BTP, c'est effectivement la crise de la construction neuve. J'ai remis ici un premier graphique qui vous présente l'évolution de la construction de logements hein, depuis quelques années. Vous voyez la chute hein, depuis 2002, c'est 46 500 logements, c'est moins 15%. Donc effectivement, moins de logements, moins d'activité et automatiquement, ça se répercute sur les entreprises. Et on a exactement les mêmes indicateurs sur les mises en chantier. Vous le voyez que la chute est importante du même ordre, moins 16%, moins 31, presque 32 000 mises en chantier en moins depuis d'évolution sur les 8 derniers mois. Donc vous le voyez, ça impacte automatiquement l'activité des entreprises et on a des dirigeants finalement qui sont fortement inquiets pour l'année, notamment l'année 2024. Ça a des répercussions évidemment sur l'emploi. Alors effectivement, l'emploi, le BTP a été un secteur qui a connu une forte croissance de l'emploi. Vous le voyez depuis 2016, depuis 2017, hein, une croissance continue de l'emploi. Les dernières données des URSSAF, que je remercie encore pour nous donner leurs données, vous le voyez, on est à 119 900 emplois au deuxième trimestre 2023. C'est un recul par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc là aussi, on sent un fléchissement dans un secteur où jusqu'alors on connaissait une croissance de l'emploi depuis maintenant quelques années. Les défaillances à nouveau, même si on est plutôt sur une normalisation comme dans les défaillances en région, mais là aussi c'est un signe. On a 70 défaillances de plus quand on compare par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2022 et aux 9 premiers mois de l'année 2023. Donc là aussi, c'est un signe qui ne trompe pas et beaucoup de petites entreprises aujourd'hui sont en difficulté. On en parlera après avec l'artisanat. Les difficultés justement que nous citent les dirigeants, parce qu'effectivement, au-delà de la crise du logement, vous le connaissez tous, aujourd'hui on a une polycrise et on a une multitude de difficultés. Évidemment, l'augmentation des matières premières, l'augmentation des coûts de matériaux, impacte l'activité avec une augmentation des prix importante. Le coût du carburant qui revient à nouveau sur le devant de la scène depuis maintenant quelques semaines. Aussi un recul du pouvoir d'achat, donc le recul du pouvoir d'achat des ménages. Et donc les ménages, on en parlera longuement tout à l'heure, font aussi des arbitrages. Donc va impacter aussi l'activité d'entreprise et puis le coût de transport. Donc vous le voyez, on a aussi des dirigeants dans le BTP qui sont beaucoup plus pessimistes que ce qu'on observe au niveau régional, 53% de pessimistes. Et on a un basculement, c'est-à-dire que jusqu'alors, les dirigeants du BTP étaient davantage optimistes. Et aujourd'hui, on est passé dans un pessimisme de plus en plus important, un secteur où il y a beaucoup d'incertitudes dans les mois à venir et surtout à 2024, donc à surveiller. Et puis surtout, pour eux, quand on les interroge, ils sont effectivement de plus en plus moroses avec des craintes sur l'emploi dans la profession. Merci Grégory, merci Karine. On va inviter Émilie Defer de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Émilie, venez. Bienvenue à vous. Vous êtes responsable également du service études et prospectives. Émilie, toujours dans ce focus BTP, on vient de voir que... petit jingle pour ton arrivée. Parce que tu as des bonnes nouvelles, j'espère, non? Demi-teinte aussi. Bon, demi-teinte, on peut le dire. Tout d'abord, bonjour à tous. Plus que demi-teinte, du côté des donneurs d'ordre. Émilie, avec le recul, Grégory l'a montré, de la construction de logements neufs. Le bâtiment, c'est toute une chaîne. Donc, j'imagine qu'il y a un impact fort pour les artisans du bâtiment que vous regardez aussi avec attention.
Voilà, donc pour commencer, en fait, je voulais vous parler un petit peu de la dynamique donc dans le secteur de l'artisanat du bâtiment. Donc effectivement, on démarre avec une bonne nouvelle. La dynamique reste positive en termes de création d'entreprises. On voit que la courbe évolue dans le bon sens et donc on a des créations d'entreprises. Dans l'artisanat du bâtiment, donc on est capable de dissocier également gros œuvre et seconde œuvre. Donc vous avez la proportion qui s'affiche. Je rappelle également que ces entreprises sont souvent les sous-traitants en fait, des donneurs d'ordre, donc, dont on a parlé donc au préalable avec Grégory. Alors, dans l'artisanat aussi, en fait, on subit ces crises qui ne restent pas sans impact. Donc les artisans ont souffert ces derniers trimestres. Nous, on suit l'évolution de la conjoncture de façon trimestrielle. Donc on les a vus, ils ont souffert de cette crise des matériaux. Et désormais, en fait, la crise qui arrive, qui est déjà là d'ailleurs, sur les constructions, les logements neufs, ont également un impact donc, pour nos artisans. Alors, sur cette slide, vous voyez l'activité en fait, de nos entreprises. Donc, voilà, chez nous, en fait, les entreprises du bâtiment avaient éprouvé des difficultés donc, au premier trimestre. Alors, ce que l'on constate sur ce troisième trimestre, bon, on va aussi avoir cette petite touche positive, c'est que l'activité s'est stabilisée. Voilà, on les a connus en difficulté lors de nos dernières rencontres. Là, ça semble s'être stabilisé. Toutefois, en fait, ce que l'on va regarder, ce sont les perspectives pour la fin d'année qui s'annoncent un petit peu moins encourageantes avec donc 47% des chefs d'entreprise qui envisagent d'être en sous-activité. Et donc, ça représente en fait 10 points de plus par rapport à ce trimestre. Donc, ce n'est pas anodin. Côté chiffre d'affaires, donc, la tendance est vraiment similaire. Alors, si on regarde désormais du côté des trésoreries, donc elles restent dégradées. Alors, cette trésorerie dégradée, donc c'est pas nouveau et on la retrouve trimestre après trimestre. Donc, nos artisans en fait l'expliquent donc à 71% par les hausses qu'ils ont connues sur les achats de matières premières et qu'ils n'ont pas encore réussi à combler. Et puis, d'autre part, à 63%, en fait, ils l'expliquent par un ralentissement de l'activité. Si on regarde également du côté des carnets de commandes, alors là, c'est un signal aussi qui est assez important puisque pour 46% des artisans du bâtiment, les carnets de commandes sont en baisse et également en termes de visibilité. Donc, on observe que désormais, la visibilité, elle est aux alentours de 3 mois pour la majorité. Là où, si on repart un an en arrière, voilà, on avait des carnets de commandes qui étaient remplis encore pour les 9 mois, 1 an à venir. Donc voilà, ça c'est un indicateur également qui semble être un signe de dégradation. Ce qui nous interpelle également du côté des artisans du bâtiment, c'est cette situation que je viens d'évoquer et qui nous rappelle en fait celle qu'ils ont connue il y a 1 an. En fait, au 3e trimestre de l'année 2022, les indicateurs étaient vraiment similaires à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et derrière, nous avons connu 2 trimestres qui ont été difficiles pour l'artisanat du bâtiment. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on va essayer de regarder de près et on espère voilà, ne pas connaître en tout cas les mêmes difficultés que l'année dernière à ce niveau-là. Alors, du côté de l'emploi, donc du côté de l'emploi, on est aussi sur une note qui est quand même plus favorable puisqu'on constate que l'emploi se maintient. Donc l'emploi dans l'artisanat du bâtiment, ça reste stable et solide. Toutefois, on a quand même des chefs d'entreprise qui sont sans surprise assez inquiets avec 20% d'inquiétude. Sur la pérennité ? Voilà, tout à fait.
Bon, des inquiétudes évidemment, mais des effectifs, hein, l'emploi qui reste solide et c'est la bonne nouvelle du côté des artisans du bâtiment. Merci beaucoup. Émilie, on va accueillir maintenant, on va fermer cette belle parenthèse du BTP pour se consacrer à l'agriculture avec vous, cher Pascal Nampon, qui est chef de service stratégie et prospective à la Chambre régionale d'agriculture. Pascal, c'est à vous. On va vous entendre sur l'agriculture. Alors, on a beaucoup parlé lors des dernières rencontres de la hausse des prix alimentaires qui continue forcément d'augmenter. Quel est l'impact sur les prix agricoles? Est-ce que la hausse se confirme en 2023? Oui, en effet, les plans de relance et la guerre en Ukraine avaient entraîné une forte augmentation des cours des matières premières et notamment sur des marchés un peu tendus comme le marché des céréales, avec notamment cette guerre en Ukraine, et donc l'impact que ça a pu avoir sur le prix des aliments des animaux, avec des risques d'effet ciseaux pour nos éleveurs, qui se sont d'ailleurs confirmés. Les prix alimentaires se sont fortement envolés depuis le printemps 2022, avec une croissance qui va à une rapidité inédite. Et en 2023, le repli des cours agricoles se confirme. Donc elle amorce désormais une tendance inverse à celle du prix de l'alimentation qui continue d'augmenter, et à contrario de ceux des prix agricoles, mais avec de fortes diversités selon les filières. Alors, sur l'inflation, maintenant, si on regarde l'impact sur la ferme France, c'est d'abord une crise des débouchés. Il y a des produits qui sont véritablement boudés aujourd'hui, des consommateurs. Comme souvent, le consommateur se sert de l'alimentation comme variable d'ajustement quand il a un problème de pouvoir d'achat. Et donc, encore une fois, cette année, ça se confirme. On le voit sur le graphe des dépenses des consommations des ménages qui chutent de manière vertigineuse, de manière d'ailleurs bien plus importante que lors de la précédente crise en 2008. Une enquête du Crédoc le confirme. 4 Français sur 10 interrogés déclarent restreindre leurs dépenses alimentaires. Alors pour 1 sur 6, cela correspond à une nécessité d'avoir de la nourriture en quantité. Pour la grande majorité, c'est plutôt des arbitrages qui se font sur la qualité de l'alimentation. Une des filières qui en souffre, et donc ça se répercute également dans le monde de l'artisanat de bouche, c'est la filière viande, qui voit le budget des ménages diminuer pour la consommation en viande. Alors ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'il diminue en restauration à domicile. Par contre, en restauration hors domicile, il a plutôt tendance à augmenter, mais plutôt sur de la restauration rapide, ce qui induit une moindre qualité des viandes consommées. Désormais en France, c'est 1/3 des viandes consommées qui viennent de l'importation. Donc ça, c'est vrai que les marchés cœur de gamme sont de plus en plus occupés par les produits d'importation, et c'est le cas aussi du bio, finalement. On va chercher ailleurs. Quand les ménages font des arbitrages sur leur budget, ils le font sur les produits à haute valeur ajoutée. Donc tous les produits à signe officiel de qualité, dont l'agriculture biologique, souffrent de cette conjoncture. Sur la viande de porc, on avait eu une hausse des conversions à l'agriculture biologique en 2019. Or, les cours des matières premières qui s'en sont suivis ont induit des coûts de production à l'augmentation et une baisse de la consommation de la viande bio, ce qui fait que les producteurs de porc en bio ne s'y retrouvent plus aujourd'hui, de même que les producteurs de lait. On a eu en avril 2023 des cours du lait en conventionnel qui étaient supérieurs au lait bio, alors légèrement supérieurs, mais quand on pense que la production est moindre et les coûts de production sont plus importants en bio, ça entraîne une réelle difficulté pour ces producteurs. Alors on est sur des conversions plus récentes en Hauts-de-France. Nous ne sommes pas encore une région qui connaît des déconversions, d'autant que sur un troupeau, c'est assez long d'avoir cette phase de conversion et de déconversion. Donc on a une certaine résilience, mais quand même il faut surveiller ça de près. En fruits et légumes, là où les consommateurs avaient consommé énormément de fruits et légumes pendant le confinement parce qu'ils cuisinaient beaucoup, on voit qu'avec la reprise du travail, du rythme de vie, ces produits-là sont en chute au niveau de la consommation et donc également au niveau de la bio. Sur les œufs, alors là c'est très particulier. Les œufs de milieu de gamme se portent les mieux au niveau de la consommation, c'est-à-dire qu'on va chercher des œufs plein air au détriment des œufs bio. Et par contre, ceux qui connaissent le plus de turnover en rayon restent les plateaux de 30 œufs bas prix.
Ah oui. Donc on voit que on prend le milieu de gamme aujourd'hui d'œufs de batterie et d'œufs de milieu de gamme, et il reste des œufs bio en rayon qui sont dans les invendus. Donc on prend les œufs de plein air en priorité, qui sont donc au milieu en termes de prix. Hein. Le contexte, donc ça c'est pour le bio. Merci pour cet éclairage produit par produit, Pascal. Le contexte est porteur pour d'autres filières. Ça c'est... Oui. On le voit, on va le voir à travers le visuel suivant. Oui, on l'a dit, le cours des céréales s'est plutôt bien emporté. Bon, déjà, il y a eu la problématique de la guerre en Ukraine. Le fait que l'Ukraine et la Russie puissent de nouveau exporter leurs céréales par la mer Noire a entraîné une tension moindre sur ces cours, mais il reste quand même globalement élevé du fait de l'occidentalisation des modes de consommation. Aujourd'hui, dans les pays asiatiques, on consomme plus de blé que de riz. Et pareil, le marché de la frite surgelée se porte bien. Il augmente de plus de 4% à l'échelle mondiale par an. Et donc, on déplorait que nos produits allaient se faire transformer à l'étranger. Mais là, on voit des unités de transformation qui s'implantent en Hauts-de-France. Donc, on va pouvoir garder la valeur ajoutée sur notre territoire. Donc, le cours de la pomme de terre se porte bien, même s'il y a eu un léger repli depuis cet été. Mais on voit que ça reste sur des cours relativement élevés. Merci beaucoup. Pascal, on va maintenant regarder côté commerce et services avec un focus sur le commerce de détail avec Grégory Stanislavski, voilà, qui va reprendre la parole. Grégory, on le voit, on l'a entendu à travers les explications de Pascal, notamment les consommateurs ont changé leur comportement, ça s'est acté, faute bien sûr à l'inflation. Comment ça se traduit côté commerce de détail ? Alors effectivement, le commerce de détail, il y a différentes réalités. Vous le vivez tous les jours dans votre quotidien sur le commerce. Ou quand vous vous baladez dans les rues, vous voyez de plus en plus de commerces qui ferment. Aujourd'hui, la situation, c'est que le commerce d'habillement, le textile habillement souffre beaucoup. Le commerce aussi de la chaussure, en tout cas sur certaines chaussures. Après, il y a des magasins de chaussures, notamment les baskets, qui fonctionnent plutôt bien. Donc là aussi, on a des consommateurs qui évoluent beaucoup. En tout état de cause, on a une inflation qui vient accentuer la crise dans le secteur du commerce de détail, qui n'a jamais autant été impacté. Nous, au niveau de la CCI, mais aussi avec la Chambre des métiers, on suit beaucoup l'activité des commerces, on accompagne beaucoup les collectivités dans la redynamisation du commerce de centre-ville, et beaucoup de collectivités sont confrontées aujourd'hui à ces difficultés pour attirer de nouveaux types de commerce pour correspondre aux besoins des consommateurs. Alors, rapidement, le chiffre d'affaires, vous le voyez, hein, moins 22% de chiffre d'affaires au troisième trimestre de 2023. C'est une baisse de chiffre d'affaires, malheureusement, qui est en croissance. On a la moitié des commerçants de la région qui nous indiquent que leur chiffre d'affaires a baissé au cours de la période estivale, qui est pourtant une période souvent propice à la consommation et où nous n'avons pas des résultats aussi négatifs. Pareil pour la trésorerie, on a des situations mauvaises pour 44% des dirigeants. J'ai l'impression d'annoncer des mauvaises nouvelles. Oui, Grégory, il faut changer le... Et sur les défaillances, malheureusement, même si on est encore une fois sur une normalisation, mais en tout cas dans le secteur du commerce de détail, on a beaucoup de fermetures de commerce, 70 défaillances en plus au cours des 9 premiers mois de l'année. Et le commerce est l'un des principaux secteurs dans lequel on a des fermetures. C'est 27% de l'ensemble des défaillances d'entreprises. Donc vous voyez un secteur du commerce de détail avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'au-delà effectivement de l'activité de l'entreprise, c'est aussi la vie des centre-ville qui peut poser question, qui peut poser problème aux collectivités. Le commerce, c'est la vie des villes aussi. Et c'est aussi le cœur de votre accompagnement des chambres, hein, c'est d'accompagner vers le numérique. Le e-commerce devient incontournable quand même pour tous les commerces aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, les CCI accompagnent les commerçants pour développer, se digitaliser, travailler sur des plateformes communes de vente en ligne pour les amener aussi à développer de nouveaux modes de vente et pour correspondre aussi aux nouveaux besoins, adapter aussi leurs horaires par rapport aux fréquentations. Et puis c'est aussi moderniser parfois leur commerce pour s'adapter aussi aux nouveaux besoins des consommateurs. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et les CCI, au-delà de l'accompagnement des collectivités pour redynamiser le centre-ville, accompagnent directement les commerçants pour faire face à des situations qui parfois peuvent être complexes pour un commerçant à appréhender.
Merci Grégory. On va passer le micro à Émilie pour les artisans de l'alimentaire et des services. Hein, finalement, ces hommes et ces femmes qui font notre quotidien, le boucher, le boulanger, coiffeur. Enfin, voilà, on les avait regardés avec attention la dernière fois. Où on en est sur ces contextes précis? Merci Fanny. Et effectivement, donc, bon, je démarre sur la note positive. On voit également qu'en termes de création d'entreprise, on est toujours sur une dynamique positive. Maintenant, vous l'aurez compris hein, par les interventions de mes collègues, voilà, ils sont durement touchés aussi par cette crise inflationniste, hein, ces nouveaux comportements de consommation, les arbitrages des consommateurs, voilà, qui ne sont pas sans impact pour eux. Alors, si on regarde, en fait, d'après notre enquête du 3e trimestre, donc c'est un artisan sur 2 aujourd'hui dans le commerce alimentaire et les services qui se déclarent en sous-activité. On a notamment donc l'artisanat de services. Alors, pour vous resituer un petit peu, ce sera plus parlant si je vous parle des petits artisans qui travaillent dans le domaine des soins, de la beauté, donc les coiffeurs, hein, les esthéticiennes, si on prend cet exemple. Donc voilà, c'est un secteur qui rencontre des difficultés économiques que vous comprendrez aisément, hein, Pascal l'a rappelé, donc dans l'alimentaire, on peut faire le parallèle. Lorsque l'on a des arbitrages à faire dans une situation inflationniste, voilà, ce sont les premiers pôles de dépenses que l'on coupe. Donc voilà, on a des artisans dans les services qui connaissent des difficultés. Au niveau alimentaire, ça vous a été parfaitement expliqué, les arbitrages, ils se font sur le prix au détriment de la qualité. Donc on a des artisans qui pâtissent de la situation. Et puis, on connaît également des diminutions de consommation, donc les consommateurs qui se privent et qui reportent des achats. Voilà, les chiffres que Pascal évoquait sont assez alarmants, je dirais même. À noter également que dans l'artisanat, donc notamment des services, en fait, on a beaucoup de professionnels qui s'installent avec un faible niveau de fonds propres, ce qui fait que la moindre difficulté qu'ils rencontrent, donc une baisse de chiffre d'affaires ou bien une augmentation des charges, hein, c'est vrai que sur CRRE, on n'a pas évoqué ce sujet de l'énergie, hein, mais pour autant auquel on est toujours confronté. Et bien pour ces artisans qui n'ont pas beaucoup de fonds propres, c'est une difficulté financière qui arrive très rapidement. Malgré cela, les effectifs, on va le voir, restent stables. Tout à fait. Donc, les effectifs, ils restent stables. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'a pas de points, en tout cas, alarmants. Après, on constate quand même, donc, dans l'artisanat alimentaire, que sur ce 3e trimestre, donc, on a quand même une baisse des effectifs pour 20% en fait, des chefs d'entreprise interrogés. Donc, bon, voilà. On reste prudent, mais c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, la tendance est à la stabilité de façon générale, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le bâtiment. Nous, ce que l'on va observer de très près, ce sont les tendances sur le prochain trimestre, puisque voilà, ce 3e trimestre 2023, pour nous, c'est vraiment des indicateurs qui se trouvent au même niveau que le 3e trimestre 2022. Et voilà, derrière, on a connu des trimestres difficiles. Donc, on va scruter tout ça de très près. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on a vu le commerce, l'artisanat. On va regarder maintenant côté services avec toi, Karine, les services marchands. On se souvient des prévisions de début d'année des dirigeants des services avaient marqué par des zones de flou. Est-ce qu'ils y voient un peu plus clair ici en ce mois d'octobre ? Alors oui, en effet, donc quand on avait interrogé les chefs d'entreprise, on était en décembre, janvier, donc en pleine incertitude. Et ce qu'on constate, c'est que quand on est dans ce climat d'incertitude, les chefs d'entreprise, ils nous annoncent souvent des stabilités, que ce soit pour le chiffre d'affaires ou pour les marges. Et vous voyez que cette enquête, à mi-parcours, elle est plutôt, ça montre une résilience de l'activité.
hein, puisque les chefs d'entreprise nous prévoyaient globalement, hein, pour l'ensemble des services marchands, pour les entreprises, une progression de 1,5. On est à 2. Hein, le orange clair, en fait, c'est ce qu'ils nous avaient prévu en début d'année. Okay. Bon, à la fois, 2%, ça reste quand même très modéré. Et avec la hausse des prix, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt en termes de... On ne parle pas de volume sur les services marchands, mais en termes oui, on est plutôt quand même, on est quand même sur un volume peut-être en retrait. En retrait, c'est la hausse des prix qui fait gonfler le chiffre d'affaires. C'est ça. On a un effet prix significatif. Bon. À la fois, quand on avait présenté les résultats de l'année 2022, hein, on était sur entre 8 et 9% de croissance sur l'année 2022 dans les services marchands. On ne retrouvera pas ces chiffres en 2023. Par contre, je trouve qu'il est intéressant de noter, c'est que vous voyez sur les activités comptables et juridiques, les chefs d'entreprise s'attendaient à un recul de l'activité et on est sur une progression de 4%. Donc ça, c'est plutôt significatif. C'est aussi mieux qu'attendu dans toute la partie information, communication. Et en revanche, le secteur transport et entreposage, là, pour le coup, ils s'attendaient à une progression de 2% d'activité et ils sont en baisse de 2%. Donc là aussi, on a aussi un effet prix, hein, dans le secteur du transport avec la hausse des carburants. Donc tout ça pour dire que sur les volumes transportés ou entreposés, il y a une baisse significative sur l'année 2023. Et puis vous voyez dans les commentaires une stabilité des effectifs, parce que ce qu'on constate dans l'ensemble des secteurs, hein, de l'économie, c'est qu'avec les difficultés de recrutement, les chefs d'entreprise, ils ont plutôt tendance à conserver leur effectif pour se préparer à la reprise d'activité lorsqu'elle interviendra. D'où le fait, quand on regarde les indicateurs de productivité, d'où le fait qu'on constate une dégradation de la productivité. Alors, si on la slide suivante, si on regarde... Voilà. L'investissement, donc vous voyez l'investissement, il y a à peu près 70% des chefs d'entreprise qui nous ont dit on maintient nos investissements, donc ça c'est plutôt positif. Et par contre sur les rentabilités, 14% des chefs d'entreprise qui nous disent que leurs rentabilités vont augmenter. Quand on leur a posé la même question en début d'année, ils étaient 35 à nous dire qu'elle allait augmenter. Donc là, on voit bien que stabilité de l'activité, mais effritement des marges. Et ces personnes qui répondaient une hausse, là, ils sont plutôt sur de la stabilisation. Et puis, sur les chefs d'entreprise qui annoncent des baisses d'activité, la principale raison, hein, c'est la demande qui n'est pas présente. Et dans les services, vous voyez, c'est seulement 4% qui nous disent que c'est lié à des difficultés de recrutement. Donc, le sujet est moins prégnant que pour la construction. Merci. Karine, dernier volet de votre enquête, celui des industries, on dit les industries régionales. Est-ce qu'il y a vraiment une diversité de secteurs et de situations aussi? Est-ce qu'on parle d'un ralentissement général ou là encore, situation contrastée? Situation contrastée selon les secteurs et selon les entreprises, parce qu'évidemment, ce qu'on présente, c'est des données moyennes et au sein de ces chiffres moyens, il y a des entreprises qui vont très bien et d'autres qui ont plus de difficultés. Vous voyez là, oui, ralentissement, hein, parce que là encore, plus de 0,7% d'activité de chiffre d'affaires. Avec la hausse des prix, l'inflation, on est plutôt sur une stabilité. Et c'est un petit peu en deçà de ce qu'ils nous avaient dit en début d'année. Donc là, sur l'industrie, on voit bien le ralentissement. Alors quand on regarde par secteur, ralentissement net par rapport à ce qui était prévu sur la fabrication des matériels de transport. Donc dans notre région, c'est notamment l'industrie automobile où la demande finale est en deçà de ce qui avait été anticipé. À l'inverse, industrie agroalimentaire, bon là on a aussi l'effet prix qu'on évoquait, mais plutôt des
des bonnes nouvelles sur l'industrie agroalimentaire et également sur l'industrie chimique qui ont des progressions d'activité plus significatives que ce qu'ils nous avaient indiqué. Donc là, en effet, on retrouve le titre de la conférence avec le grand écart. Un grand écart, c'est peut-être fort, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses, des situations différentes selon les secteurs et selon les entreprises. Et il faut quand même noter qu'il y a une résilience de l'économie parce que là aussi, on est en progression, certes modérée, mais en progression par rapport à l'année précédente. Et si on regarde le visuel suivant, on voit donc la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour 37%. Oui, 37% qui révisent à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires, et essentiellement en raison d'une baisse d'activité, et 8% en raison d'une baisse des prix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les banques centrales, pour nous, banques centrales, puisque la baisse des prix à la production, c'est un élément favorable pour la baisse des prix en général et pour la baisse de l'inflation. Et sur les rentabilités, alors je regarde mes notes parce que je ne veux pas vous dire de bêtises par rapport à ce qui avait été prévu en début d'année, mais oui, là aussi, ça s'effrite un petit peu par rapport à ce qui nous avait été dit, puisqu'il y avait 24% des chefs d'entreprise qui prévoyaient une hausse de la rentabilité. À mi-année, ils sont 19%. Mais bon, là aussi, malgré tout, pas d'alerte significative. Ça, c'est ce qu'on se disait avec Grégory tout à l'heure. Au regard de ces chiffres, les annonces d'implantation de projets industriels qui marquent aussi un véritable renouveau industriel dans notre région de France vont faire du bien. Il faut le dire aussi, on les attend. Oui, tout à fait. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour notre région. Tout ça, voilà. Après, il y a les chiffres, il y a les moyennes, mais il faut le rappeler. Merci beaucoup, Karine Jupin. On va passer donc à la conclusion, avant de vous laisser bien évidemment la parole pour les questions. C'est bien ça, je peux laisser la parole c'est ça, Grégory, à Pascal. Pascal, venez sur les enjeux et perspectives, parce qu'on l'a dit, les chefs d'entreprise en majorité restent combatifs. Ils n'ont pas le choix et il y a de nombreux enjeux, défis à relever, des challenges. Quels sont-ils alors? Quels sont les enjeux et perspectives pour la suite? Oui, en effet, il y a des challenges qui attendent notre monde économique. Monsieur Leduc l'a évoqué tout à l'heure avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va perturber dans un premier temps les métiers des services, mais je pense qu'ils vont arriver dans tous les métiers et il faut s'y préparer. Mais il y a un deuxième challenge et deuxième enjeu qui se prépare, et d'ailleurs on en voit déjà les conséquences aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et alors l'agriculture, c'est une activité à ciel ouvert, donc forcément c'est une des premières activités qui en voit les conséquences, et je pense que vous pouvez déjà tous le constater également, on l'a bien vu en ce début de mois d'octobre qui était particulièrement chaud. Alors la conséquence directe que ça avait, c'est que tous les haricots verts poussaient en même temps et que les entreprises qui doivent transformer les haricots verts ne savaient plus où donner de la tête et n'étaient plus en mesure de tout absorber. Ce n'est qu'un exemple. Mais ce qu'on connaît sur les matières premières, forcément ça va faire boule de neige sur toute la chaîne de valeur, sur l'artisanat de bouche, sur l'industrie de transformation, l'industrie agroalimentaire. Et donc il faut qu'au niveau du monde économique, on puisse emmener tout le monde. Donc il y a un enjeu de taille aussi qui est celui de la souveraineté alimentaire. Il y a un petit indice qui peut vous faire sourire, mais que suit France Agrimer tous les ans, ça s'appelle l'indice Ratatouille. L'indice Ratatouille, c'est le niveau de dépendance qu'on a de l'importation de légumes pour pouvoir faire notre traditionnelle et excellente ratatouille. Et cet indice a plutôt tendance à se détériorer. Donc il faut rester vigilant sur le fait que, vous l'avez dit, Karine, on est content de voir que des industries se réimplantent en Hauts-de-France et en France. On est sur un processus de réindustrialisation et il ne faudrait pas laisser notre agriculture partir de France et devoir la faire revenir également dans quelques années si on ne veille pas à s'adapter à ces changements de taille. Merci beaucoup. Pascal, on va laisser la parole à votre président. Laurent, venez. Cher Laurent Degène, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Alors Pascal a déjà dit quelques grands enjeux de la Ferme France pour
les prochaines années, si on regarde la prochaine décennie ensemble, Laurent, quels sont les grands défis? Donc évidemment la compétitivité, la souveraineté, baisser le nombre d'importations agricoles, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses et on compte souvent l'agriculture, on a l'impression que c'est difficile pour nous parce qu'on est parfois critiqué, tout le monde a un avis sur l'agriculture, on est tous des agriculteurs potentiels en France. Mais en même temps, c'est une chance, c'est qu'on voit qu'on est à un certain nombre de carrefours et de défis et que souvent, c'est l'agriculture. Je dirais en premier lieu, c'est que l'agriculture des Hauts-de-France, on a la chance d'avoir un haut potentiel. On a une agriculture productive, compétitive. Si vous avez une industrie agroalimentaire qui fait plus 5,5%, c'est parce qu'on arrive à vous amener des produits compétitifs. Donc on a besoin de cette stratégie en commun, coordonnée, j'oserais dire, je vois Frédéric Motte, je vais dire dans le sens rêve 3, d'arriver à se coordonner, et je suis très content d'être ici pour être interconsulaire, puisque ça permet de dire si on arrive à fournir, nous, des produits compétitifs, sains, marchands, ben, derrière la chaîne, elle ne peut que progresser. Le deuxième point, c'est que dans tous les défis, on parlait du changement climatique, mais il y a également tout ce qu'on nous demande, et à vos secteurs également, au monde économique, mais à nous également, c'est le RC, et compenser notre impact sur la planète, que ce soit en biodiversité ou en carbone. Et là également, on peut vous rendre un service en étant producteur de carbone ou stockeur de carbone. Donc je pense qu'on a cette synergie entre nous qu'on doit cultiver. Et je pense à Laurent Rigaud et à Philippe Ourdin, auxquels on projette un certain nombre d'actions ensemble. Un des points, quand je disais on est une agriculture compétitive en Hauts-de-France, alors grâce au sol, grâce au climat, grâce à l'expérience des hommes, ça on a l'habitude d'en parler, mais j'insisterai sur un des points majeurs que vous n'avez peut-être pas conscience, c'est le côté sanitaire que l'on a en Hauts-de-France. En France, certes, mais également en Hauts-de-France. Pourquoi ? On a performé parce que depuis 50 ans, le système de cogestion, j'oserais dire, entre la profession et l'administration a fait qu'il y a eu vraiment une rigueur drastique sur le côté sanitaire animal, mais également végétal et qualité du sol. Puisque aujourd'hui, vous avez quasiment tous les semenciers, j'oserais dire, du nord de la France qui sont en termes de conquête pour venir faire leur plan parce qu'on a plutôt des sols sains. Et ça, je pense que c'est un potentiel qu'il faut... Enfin, je veux dire, on a beaucoup de mauvaises nouvelles où des fois on dit on n'est pas bon, on n'est pas bon. Ma foi, là-dessus, on a été très bon et aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde entier. Par contre, il faut aller le chercher en circuit court, du coup. Il faut aller chercher les produits Hauts-de-France. Par contre, il faut arriver à garder ce potentiel sanitaire, parce que si vous avez beaucoup de monde, beaucoup d'opérateurs qui veulent venir intervenir sur vos sols, ça veut dire que c'est un capital qu'il faut savoir protéger et qu'il faut continuer à garder. Après, sur les perspectives, puisque les défis, également, je disais tout à l'heure, travailler en synergie avec vous, on nous connaît notre fonction nourricière, j'en ai parlé, notre fonction alimentaire, arme alimentaire aujourd'hui, malheureusement, ça a un poids très fort. On est content d'avoir une production performante agricole, mais également production d'énergie. Je pense qu'on est et une énergie décarbonée. Donc ça, je pense que c'est un atout majeur. Et après, un des enjeux que Pascal a un peu abordé tout à l'heure par rapport au changement climatique, nous, on a déjà pour nous nos récoltes. On voit franchement un bouleversement dans nos systèmes de culture, Donc pour alimenter les industries agroalimentaires, on a pris l'exemple du haricot, mais il y a bien d'autres exemples. Et donc on est obligé de s'adapter. Donc il faut qu'on arrive à adapter. Le problème, c'est que l'agriculture, c'est un temps long, triennal, quinquennal. Et là, on doit aller très vite dans les mutations. Le deuxième point dans le changement climatique, et je terminerai par là, c'est que si on veut garder la valeur ajoutée et la performance de l'agroalimentaire et des commerces de bouche, pour garder une agriculture performante, il y a les hommes, mais ça, j'oserais dire, c'est un truc général qu'on peut avoir entre nous. Vous l'avez dit, les problèmes de recrutement, on a les mêmes. Mais le deuxième point qui est primordial, c'est l'eau. Et l'eau, si vous voulez, en dire deux mots c'est encore, important. De l'eau, si on n'arrive pas à résoudre le problème de l'eau,
on aura forcément une décroissance du monde agricole. L'eau à partager entre nous, forcément, avec les citoyens, l'industrie, tous les usages de l'eau. Et donc c'est pourquoi on lance une étude au niveau de la Chambre d'agriculture sur les eaux sans usage, parce qu'on pense qu'on a des eaux sans usage, donc les eaux sans usage anthropique, mais également les usages écologiques. Et donc on a des eaux excédentaires à certains moments de l'année et qu'il faut arriver à garder parce qu'on pense que c'est un trésor et que ça va devenir de plus en plus précieux. Alors l'eau, un bien commun, notre axe de travail, il est sur 5 R. La résistance des plantes, la réserve utile du sol, la recharge des nappes, la réutilisation de l'eau, puisque il y a beaucoup d'acteurs ici où vous utilisez l'eau, on le rejette autant qu'on le réutilise, qu'on le réutilise une deuxième fois, une troisième fois, et pourquoi pas en irrigation. Et le cinquième R, c'est la réserve d'eau. Parce qu'on pense que justement, si on ne veut pas pomper dans nos nappes phréatiques, je sais que les réserves d'eau, c'est un aspect médiatique très fort, mais je vous prends 2 petites minutes pour vous l'expliquer. Si on fait une étude des eaux sans usage et qu'au moment où on est en inondation ou en excès d'eau l'hiver, que nos rivières sont en crue et qu'on se dit, ben là, on va en pomper un peu au moment où c'est en excès et que c'est nuisible quasiment à l'équilibre de la planète, on le met un peu en réserve, on fait ces infrastructures et à ce moment-là, on les réutilise l'été, au moment où on est en tension, et que là, on peut réutiliser puis arriver à arroser nos haricots verts, nos légumes, nos carottes pour avoir des produits sains. Voilà, ce qui veut dire qu'on doit être intelligent. Les ressources, on les a. On a un territoire béni des dieux. On a les capacités. Maintenant, il faut qu'on arrive à transformer l'essai. C'est bien trouvé. C'est d'actualité, ça. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, ça s'est mal terminé, malheureusement, hier soir. Mais bon, prochaine fois, on transformera l'essai. En tout cas, vous l'avez dit, on a tout ce qu'il faut dans les Hauts-de-France. Et je pense qu'on peut finir là-dessus aussi, que ce soit dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le commerce, dans l'industrie. On en a beaucoup parlé. On a tous les atouts pour transformer cette belle région de France. Et vous disiez que vous travaillez beaucoup sur l'eau. On y travaille également avec un guide pratique qui sortira avec des éco-gestes très simples finalement du quotidien à destination des entreprises. Et ce guide est presque tout chaud. Il va sortir dans quelques jours. Voilà, je regarde nos élus ici présents. Alors, je vais vous laisser la parole pour des questions. On va faire passer un micro. Je ne sais pas si je vais faire passer peut-être. J'en avais. Voilà. Et si je vois, il y a Laurie de l'URSSAF qui est là ou Frédéric Motte de la région. Si vous voulez dire un mot, ça peut aussi être des choses, pas de questions, mais peut-être des interventions positives pour me remonter le moral. Non, j'avais une interrogation sur le chiffre de la Chambre des métiers. Oui. Parce que vous nous disiez la consommation. Parce que dans l'absolu, on sait que le gâteau, si on peut se permettre l'image, il grandit plus beaucoup. Entre croissance et inflation, le gâteau à partager reste le même. Or, vous nous avez montré des chiffres de création d'entreprises qui sont impressionnants. En 5-6 ans, on a plus 30, plus 40, plus 50%. Donc là, est-ce que la baisse les difficultés que rencontrent nos commerçants, c'est pas aussi la résultante que le gâteau, on le partage entre plus d'acteurs et donc, évidemment, chacun voit son activité baisser. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire une corrélation entre la baisse d'activité ou répartition du gâteau. Alors la corrélation, comme ça, je pense qu'il faudrait regarder les chiffres de plus près. Simplement, ce que l'on peut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, des intercommunalités qui sont et des communes également, qui sont vraiment motrices pour réimplanter des artisans commerçants, redynamiser les centres-villes, les centres-bourgs. Et je pense que cette dynamique qui reste positive, c'est ce qu'on essayait de montrer, elle est fortement liée aussi à l'implication donc des collectivités dans cette démarche. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme approche, c'est de regarder ça. Enfin, je sais pas, Grégory, si tu veux compléter, mais c'est.
Après, ce que l'on constate, alors je ne suis pas dans l'artisanat, mais dans le commerce de détail, vous avez aujourd'hui un foisonnement d'initiatives, un foisonnement d'idées, d'ouverture de commerce, mais qui ferme aussi très vite des commerces éphémères. Donc des créations d'entreprises, effectivement, qui augmentent, mais aussi des commerces qui ferment en parallèle. Donc du coup, au final, on a effectivement un développement d'activité, mais pas finalement autant de création qu'on peut l'imaginer. C'est pas pérenne. Voilà, c'est pas pérenne. Les commerces éphémères, il y en a de plus en plus. C'est de l'opportunité où on profite d'un mouvement de mode, où on va ouvrir un commerce pendant 1 an ou 2 parce qu'il y a un phénomène de mode, et ensuite le commerce va fermer, sera remplacé par un autre commerce. On le voit beaucoup dans nos centres-villes. Hein. C'est beaucoup de concepts comme ça qui sortent, puis de quelques mois après, tu les vois plus. C'est aussi, cette hausse sur les travailleurs indépendants, c'est aussi beaucoup des auto-entrepreneurs. Donc ce que l'on voit, c'est une forte croissance encore, et c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, hein, des entrepreneurs, travailleurs indépendants, mais c'est surtout des auto-entrepreneurs, et donc avec une activité économique qui n'est pas forcément non plus très importante en termes de chiffre d'affaires. Je peux peut-être rebondir sur un autre sujet. Effectivement, moi, j'ai bien aimé effectivement les chiffres. Alors sur les défaillances d'entreprises, alors pas le fond, mais le fait qui a bien été montré que certes, on a une croissance importante des défaillances d'entreprises par rapport aux années 2021-22, mais qu'en fait, on revenait à un niveau qui est le niveau habituel 2018-2019. En revanche, je regardais ça ces derniers jours, moi ce qui m'a frappé, c'est que si on regarde effectivement le nombre de défaillances d'entreprises sur les 9 premiers mois 2023, si on le compare aux années 2018-2019, on est sur le même nombre. Le contenu en emploi est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on a, pour un même nombre de défaillances, des pertes d'emploi beaucoup plus importantes. Hein. C'est 2 à 3 fois plus importantes. Donc c'est majeur. Et ça, c'est beaucoup moins positif. Parce qu'il y a des très grosses entreprises ou c'est beaucoup de petites? Parce que celui qui est une très grosse, ça va impacter... J'avoue que je n'ai pas encore poussé l'analyse jusqu'à là, il faudrait voir, mais ce qui est quand même frappant, c'est cette déconnexion, nombre de défaillances et contenu en emploi. Donc il faudra voir l'évolution dans les prochains mois. On a effectivement constaté, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai qu'on a constaté que la taille des entreprises, habituellement, c'est plutôt des TPE. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de PME. Pas forcément des ETI, etc., mais plus des PME, des tailles 20 à 49 salariés qui sont plus impactés par les défaillances. Donc vous avez raison de souligner, les conséquences en termes d'emploi aujourd'hui sont beaucoup plus importantes, et c'est pour ça on devrait malheureusement les retrouver aussi dans les chiffres d'emploi dans les mois qui viennent, on verra dans vos statistiques au niveau des URSSAF, mais malheureusement on devrait les retrouver aussi à ce niveau-là. Didier, une question? Oui, j'en ai deux, une peut-être plus facile et une plus complexe. Je commence par la facile. La Chambre d'agriculture, Laurent, tu n'as pas évoqué les leviers de développement éventuels à confirmer des énergies renouvelables, c'est-à-dire biométhane et puis photovoltaïque en ce moment. Est-ce que c'est considéré comme des leviers de développement ou pas? Oui, c'est considéré comme des leviers de développement. Je l'ai dit dans les énergies renouvelables décarbonées, mais je ne l'ai pas détaillé parce qu'on m'a dit qu'il fallait être court. Donc, il était limité, mais évidemment, les énergies renouvelables. Bien sûr, les énergies renouvelables, c'est un des facteurs, notamment la méthanisation, où là, on a vraiment une valeur ajoutée, l'agriculture. Après, sur l'éolien et le photovoltaïque, là, on est un peu moins... Enfin, on est concerné par la surface. Là où nous, on est plutôt sur les bâtiments que sur le sol. Aujourd'hui, on est en train d'écrire justement, juste avant de venir, on est en train d'écrire une doctrine pour avoir des règles de fonctionnement entre nous pour le photovoltaïque, parce que, j'oserais dire, le sol, c'est, tout à l'heure j'ai parlé de l'eau, les réserves naturelles, comment on les gère, quoi, et les usages qu'on en fait, quoi. Donc du sol, on n'en produit pas, hein. Donc il faut se le partager. Donc partager les usages. En général, on vient le chercher dans le monde agricole. Même aujourd'hui, même pour faire la compensation écologique, on vient le chercher dans le monde agricole. Quand vous faites un projet, une industrie ou de l'urbanisation ou des grands travaux, on vient chercher dans le monde agricole pour faire de la compensation écologique. Donc, sur le photovoltaïque, le bémol, c'est sur le photovoltaïque. Aujourd'hui, on essaye de travailler sur l'agro-photovoltaïque, essayer de combiner la production d'énergie avec, tout en gardant une activité agricole en dessous.
Nous, on privilégie les toits, comme je l'ai dit. Et puis sur la méthanisation, par contre, la hausse de tarifs qui a eu lieu a renforcé. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit qu'en méta, dans les Hauts-de-France, on a, j'oserais dire, les projets qui sont dans les cartons sont en train de sortir. Mais on n'a plus vraiment de nouveaux projets, quoi. Donc on pense qu'on va avoir un creux si on n'arrive pas à recréer une dynamique économique, parce que le business model devient plus compliqué sur la méthanisation, quoi. J'espère qu'on reparlera de la dynamique le 7 décembre à Métamorphose. Oui. En tout cas, c'est l'objectif, puisque le préfet de région vient déclarer la nouvelle feuille de route en biométhane. Bon, on se serrera les coudes, on croisera les doigts, et voilà, on espère que ça fonctionnera. Deuxième question un peu plus délicate, et je passe carrément à autre chose. On en a un petit peu marre de toutes les crises qu'on a vécues, mais c'est peut-être pas la dernière. Je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que la Banque de France a déjà des indicateurs, des paramètres qui pourraient prédire une autre crise du pétrole, de l'énergie, de l'agriculture? Je ne sais pas. Mais est-ce que... C'est très prématuré ma question, j'en suis conscient. Mais voilà. Merci pour la question difficile. Non. En effet, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai évoqué les prévisions, notamment sur l'inflation, mais aussi en lien sur la croissance économique, j'ai précisé sans choc exogène, sans choc extérieur majeur. Et en effet, l'actualité géopolitique de ces derniers jours fait partie de ces chocs qui pourraient avoir un impact. Donc actuellement, les pays d'Israël, c'est des pays qui sont peu concernés sur la production de pétrole, mais on a vu les petites hausse déjà cet été, et puis suite à ce conflit, puis en fonction de ce qui peut se passer au niveau géopolitique, c'est sûr que ça peut avoir des impacts sur le pétrole, sur le gaz, et comme on l'a vu lors de l'invasion russe en Ukraine, sur l'économie, on espère que ça sera limité, mais on voit bien l'impact de l'énergie sur l'économie. Monsieur, peut-être voilà. Oui, merci. Je représente ici le Césaire. Je vous ai entendu parler du problème de l'eau. J'ai entendu aussi Julie qui disait la CCI va produire quelque chose. Je voulais dire que le Césaire s'est fortement investi sur l'eau, et qu'il y a un gros rapport avis qui essaye d'englober toutes les problématiques de l'eau dans toutes les Hauts-de-France. Il faut savoir qu'on a plusieurs agences de l'eau dans les Hauts-de-France qui se parlent, plus ou moins. Mais il y a des tas de problématiques. On n'installe pas de l'industrie si on n'a pas d'eau. On ne fait pas d'agriculture si on n'a pas d'eau. On ne fait pas vivre des gens s'il n'y a pas d'eau. Si vous voulez des réponses à tout cela, le colloque a lieu le 14 novembre au matin. C'est noté. On va vous apporter un micro, monsieur. Monsieur également. Antoine, rapidement. Oui, une petite question sur le marché immobilier, donc il y a un marché qui me tient à cœur peut-être pour nos amis de la CMA, sur la transition énergétique de nos bâtiments. Alors, je n'ai pas les chiffres à l'échelle de la région, j'ai les chiffres à l'échelle du pays. On a à peu près 600 000 artisans, moins de 10% d'entre eux sont éligibles à RGE. Donc qui permet aux ménages d'avoir des aides de l'État pour rénover leur logement, ce qui est indispensable puisque les ménages français sinon n'auront pas les moyens d'effectuer les travaux nécessaires dans leur logement, ce qui fait moins de 60 000 en France, ce qui est évidemment pas suffisant pour rénover le patrimoine immobilier français. Donc il y a un vrai sujet dans la filière des artisans de compétences et de formation sur cet aspect justement métier. Est-ce que c'est un sujet dont la CMA se préoccupe ? Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la CMA, donc, on a des agents en développement économique qui sont spécialisés vraiment sur tout ce qui est développement durable et problématiques écologiques et également énergétiques. Donc, on a également mis en place 2 formations depuis le début de l'année, donc, qui ont pour but de sensibiliser et également de former les artisans
voilà, tout au long de la vie de l'entreprise, donc à ces nouvelles règles. Donc voilà, aujourd'hui, la CMA accompagne les artisans à la fois pour la formation, donc dans leur métier et l'évolution de leur métier, et également dans la vie de l'entreprise, donc pour prendre en compte aussi en tant qu'entrepreneur ces nouvelles réglementations. Je sais pas si en tout cas, il faut être labellisé RGE, hein, c'est ça de toute façon. Il faut être, mais c'est surtout qu'il faut le faire savoir. Évidemment, vous le faites au quotidien, mais il faut vraiment le faire savoir. Il y en a que 10% aujourd'hui ? Moins de 10%. Moins. Mais il faut vraiment le faire savoir parce que c'est très très important. Ouais. Bravo en tout cas. Effectivement, c'est un point important que j'ai pas évoqué tout à l'heure pour le BTP. Vous voyez des prévisions d'activité en baisse en raison de la construction du logement en forte baisse, mais il y a des marchés à aller chercher pour ces entreprises, et c'est des marchés de la mise aux normes en termes de rénovation énergétique, etc. Et les entreprises aujourd'hui, finalement, dans le contexte actuel, voilà, il faut aller vers l'ancien plutôt. Et donc, du coup, pour elles, c'est aussi un marché, mais il faut aussi qu'elles soient, qu'elles soient formées. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du logement neuf, mais il y a des débouchés sur le logement ancien avec la nouvelle réglementation, la location logement EF, tout ça, tout ce qui va monter en puissance finalement et qui touche particulièrement le secteur de l'immobilier en ce moment. Monsieur, vous avez un micro, non? Vous ne l'avez pas ramené? Ah, vous n'avez pas de chance, décidément. Après, c'est vous, parce que c'est enregistré. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander d'attendre le micro. Allez-y, monsieur. Je passerai le micro à Philippe après. Bonsoir à tous. Il y a une personne qui vient de parler des crises internationales et du fait qu'elles risquent d'être redondantes. Je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'elles soient effectivement redondantes et qu'elles se multiplient, malheureusement. Au demeurant, la problématique, j'ai une jeune entreprise, comment moi je peux anticiper et comment vous pouvez nous aider à anticiper et à trouver des solutions pour malgré tout arriver à maintenir une activité, pérenniser un chiffre et continuer à gagner notre vie tout simplement. C'est-à-dire en gros, est-ce qu'on peut espérer avoir une forme de croissance malgré les crises qui arrivent, et c'est-à-dire est-ce qu'on peut anticiper les crises pour les transformer finalement positivement? Question large, pas évidente, mais Grégory, peut-être sur la résilience, effectivement. Après, c'est l'objet de notre accompagnement, j'ai envie de dire, c'est notre raison d'être, mais... Après, effectivement, c'est très difficile d'anticiper. Des chambres de commerce, des chambres de métiers, c'est justement d'anticiper, d'aller aider les entreprises dans leur transformation, parce qu'effectivement, on a une géopolitique qui est de plus en plus complexe, qu'on maîtrise de moins en moins quand on est dans une économie locale, et en même temps, on a une des économies qui sont en train complètement de se transformer avec les nouvelles technologies. On a évoqué l'intelligence artificielle, et c'est vrai que tout ça va très vite. Et donc, notre rôle aussi, c'est de veiller à tout ça, d'anticiper, et avec l'ensemble des acteurs économiques, de mettre en place des actions, de mettre en place des programmes pour aider et favoriser les entreprises à être de mieux intégrer cet environnement et mieux le gérer au quotidien pour anticiper. Malheureusement, on n'est pas non plus Madame Irma, on ne peut pas non plus anticiper sur toutes les conséquences que pourront engendrer ces crises géopolitiques actuelles. Oui, il y aura des conséquences, mais après, dans quelle mesure, à quel niveau et comment ça va se passer, c'est toujours difficile de pouvoir anticiper avant. Mais en tout cas, tous les acteurs sont mobilisés pour apporter les informations nécessaires aux entreprises et anticiper au mieux ces grosses mutations. Après, si vous voulez, on est sur un rôle d'urgence, un peu de gestion de crise. Forcément, c'est notre travail, mais on est aussi sur un rôle d'accompagnement long terme. C'est tout le travail qu'on fait, notamment avec la région Hauts-de-France. Frédéric Motte est là, c'est le travail d'accompagnement aux transitions. Alors, il y a la transition écologique, la transition numérique, il y a la transition RH aussi. C'est de travailler sur ces transitions pour justement gagner en résilience. Voilà. Pour rebondir sur les propos de Grégory et pourquoi j'insistais sur la clé de l'accompagnement en introduction, juste 2 dernières statistiques. En France, une entreprise sur 2 disparaît au bout de 5 ans. Sauf qu'elles sont 80 à 90% à réussir au-delà des 5 ans si elles sont accompagnées. Et ce n'est pas les chiffres que je sors de ma poche, c'est les statistiques des différents organismes d'accompagnement des entreprises, y compris le réseau consulaire bien sûr, mais pas que, Business France et autres, etc. Donc 8 à 9 entreprises sur 10 réussissent au-delà des 5 ans si elles sont accompagnées. Donc on ne vous promet pas évidemment de performer et d'être leader sur votre secteur d'activité. En revanche, vous dopez quand même vos capacités à réussir si vous êtes accompagné. Oui, il y a des indicateurs qui le montrent. On n'en parle pas beaucoup non plus, je me rends compte ce soir, mais on accompagne aussi à l'international, à l'export.
Et c'est vrai qu'on le voit, toutes nos entreprises qui ont été accompagnées à l'export montrent voilà, une capacité de résilience plus importante et un chiffre d'affaires qui est boosté. Donc ça, ils ne sont pas là, mais on a aussi ces activités respectives dans nos différents métiers. Monsieur, c'est à vous. Oui, merci. Ça y est. Donc moi, je voudrais quand même mettre un peu de positif parce que on entend beaucoup de négatifs quand même là autour de nous. Mais alors moi, je représente le commerce lillois au sein de la Fédération lilloise du commerce. Et faut dire quand même qu'on peut remercier quand même nos élus parce que là, on vient de vivre une Coupe du Monde de rugby, on va vivre un match de France-Écosse. On a une attractivité sur le territoire qui est quand même au niveau, je pense, tourisme. Et on parle des métiers de bouche, on parle des restaurateurs, on parle des cafetiers, des bistrotiers et des gens qui font de la boutique de proximité. Et je pense que toute cette attractivité qui est donnée au niveau du territoire et de la métropole de Lille, on n'a pas à se plaindre, quoi. Je veux dire, on est sur une attractivité positive au niveau de l'hôtellerie et tous ces métiers au niveau du tourisme. Et ça fait que on a une continuité, en fin de compte. On est sur une continuité parce qu'on a nos élus font quand même un travail remarquable puisque là, on vient de nous annoncer le Tour de France qui va faire quand même 4 étapes. Donc ça fait quand même pas loin de 7 jours. On va avoir la Coupe, on va avoir les Jeux Olympiques. On a un Stade de France, on a un grand stade qui nous tire aussi en avant. Donc je pense qu'il faut quand même positiver. On est quand même sur un territoire au niveau de la métropole lilloise, je pense, qui est quand même une belle attractivité. Attractif, ouais. Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'attractivité au niveau industriel avec les projets, mais il y a aussi... Il y a quand même le commerce lillois. Et il y a quand même le commerce. On l'a vu là avec la le Fédé rugby, commerce de Lillois, c'est 1800 commerçants. Donc voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on voit les rues de Lille avec voilà, vous ses voyez supporters. Des Écossais qui se baladent en kilt encore. Et c'était très bon enfant en plus. Maintenant, on les a au foot. Ouais. Voilà quoi. Il faut positiver quand même. On a quand même un beau territoire, une belle région. Et un beau territoire. On est ultra positif, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail des élus sur l'attractivité dans cette région et dans les centres-villes. Monsieur ? Oui, j'ai une petite question. Je voulais rebondir sur l'introduction au niveau des gigafactories et des grandes perspectives qu'on a dans la région. J'aimerais savoir si on a des projections sur les créations de PME, TPE, enfin tout en termes de secteur d'activité certainement, mais aussi en termes de bassin, jusqu'où ça va rayonner. Et j'imagine effectivement qu'au niveau de l'emploi, il y aura des bonnes perspectives, mais je veux dire vraiment en termes de création, si jamais ça va. Sur la vallée de l'électrique précisément ou sur autre chose ? Sur la vallée de la Lys, parce que je représente la MELT au niveau de Tourcoing, mais aussi donc au niveau de la métropole en général. Frédéric, peut-être, oui. Un petit mot. Alors là, le challenge, on nous annonce sur le Dunkerquois, c'est 20 à 30 000 emplois, mais il n'y a pas que le Dunkerquois, toute cette vallée de la batterie, donc de Dunkerque, le bassin minier qui se développe beaucoup. L'idée, c'est évidemment... Après, vous avez aussi le canal Seine-Nord. On n'en parle pas beaucoup, mais on n'en a pas parlé ici. Non. Mais c'est un chantier de 5-10 000 emplois à minima pendant la période, puis encore après. Donc oui, il y a une formidable redynamisation. Peut-être l'interrogation, ça va être la jonction. Parce qu'on a actuellement un petit effet de ralentissement qui a été montré par les chiffres. Tous ces projets, ils commencent seulement. Et donc, ils vont porter leurs fruits pas tout de suite. Mais donc, que ce soit dans le bâtiment travaux publics Canal Seine-Nord, c'est titanesque. Construire toutes ces usines de batteries, mais c'est les usines de recyclage, etc., qui arrivent. Donc, après, vous avez tous les métiers autour de l'ingénierie, la maintenance, tout ce qui est électromécanique, etc., avec des gros problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans ces métiers-là. Et puis après, derrière, c'est toute une activité de service, de restauration, de logement, d'ingénierie, de bureaux de contrôle et autres. Oui, il y a une dynamique qui va être extraordinaire, qui est, oui, sur cette vallée de la batterie, mais elle va plus loin, je vous dis, avec l'axe Seine-Nord. Il y a un certain nombre de projets autour d'Amiens et de Compiègne. Donc ça irrigue, parce que l'enjeu, vous parlez de l'attractivité, c'est super, hein, mais c'est Lille. Et la région, ce n'est pas que Lille. Et donc, l'ambition que nous avons, c'est évidemment d'entraîner tout le monde, mais c'est mieux quand la locomotive va bien. Tout à fait. Mais oui, il y a déjà des belles répercussions sur la Cabalère, hein, notamment, et des belles entreprises qui se transforment. Moi, j'y étais il y a quelques temps, avec Douvrin qui est déjà opérationnel. Donc oui, il y a pas mal de choses qui démarrent, mais effectivement, on a une jonction. C'est une période un peu intermédiaire, donc on attend maintenant les retombées. Mais effectivement, on dit 30 000 avec l'EPR sur Dunkerque, hein, donc 30 000 emplois. Mais pas que, il n'y aura pas assez de personnes sur Dunkerque, donc il va falloir aller chercher dans les autres territoires, et c'est tant mieux.
Vous avez une autre question? Juste pour continuer dans cette optique-là, la création d'entreprises, PME, tout ça, est-ce qu'on est prêt en termes de formation du futur personnel? Est-ce qu'on a des projections comme ça sur je veux dire, de manière qualitative en termes de formation? Est-ce qu'on a déjà des projections là-dessus? C'est même plus des projections, c'est on travaille. Sur la formation des 4 gigafactories, c'est la région dont c'est la compétence, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. On met plus de 20 millions d'euros sur la table pour justement accompagner la formation ou le reclassement des personnels, qui sont par exemple la Française de mécanique. Ce n'est pas la même chose que de produire un moteur à combustion qu'une des batteries. Et vous avez aussi ce qu'on essaye, qu'on met en œuvre avec tous les acteurs du territoire. On crée des collectifs pour faire travailler tous les acteurs. Et donc on est en train de travailler actuellement sur un collectif qu'on appelle le COREM, le collectif régional de l'électromobilité, pour mettre tous les acteurs autour de la table, comme on l'a sur la méthanisation, comme on l'a sur le solaire, etc. Parce que cet enjeu de formation, si on commence à se bouffer le nez à ce moment-là, ça ne va pas le faire. Et donc c'est de travailler ensemble en lien avec les chambres, les réseaux consulaires qui ont leurs instituts de formation, avec la région, etc., pour pouvoir être au rendez-vous et qu'il y ait les bonnes personnes. Parce que si on a les usines et personne dedans, ça va poser un problème. Donc non, c'est parti là, c'est parti. Oui, Didier Cousin, vas-y. Oui, Didier Cousin. Juste pour ajouter peut-être un petit mot sur F3, parce que moi j'ai le mandat F3 côté CCI, et pour répondre à la question de l'attractivité, en fait aujourd'hui, il n'y a pas une rencontre que l'on fasse, Frédéric ou moi, sans qu'une entreprise nous parle de décarbonation. Alors certes, il y a effectivement les entreprises qui sont en difficulté et dont l'enjeu est la survie, mais pour beaucoup d'industriels aujourd'hui, c'est la décarbonation sur lequel il va falloir trouver effectivement un mode opératoire, et on y travaille avec la CCI pour pouvoir améliorer la situation en termes de gestion des fluides, d'économie d'énergie, et j'en passe. On a même un industriel, et pour le coup il est Picard celui-là, on a un industriel aujourd'hui qui nous demande de faire un nouveau site industriel REF3. Donc ça aussi, ça peut être des pistes sympathiques pour le développement de la région et pour l'économie. Voilà. Merci Didier Cousin, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, monsieur. Je pense que ce sera la dernière question. Après, on pourra échanger, si vous voulez, lors du cocktail. Frédéric Deplanque du groupe Sphère. J'avais une question. On parlait tout à l'heure du terrain qui doit être partagé. Il n'y a pas de création de terrain. Moi, j'avais une question pour justement permettre l'introduction de nouveaux sites industriels, nouveaux sites logistiques. Quelle est la combinaison avec la Lausanne zéro artificialisation nette qui arrive en 2025, où on commence effectivement à chasser un peu les terrains industriels, et qu'est-ce qui est projeté? Est-ce qu'il y a un plan de pilotage par rapport à cette combinaison réindustrialisation d'un côté et Lausanne de l'autre? Tous les 5, vous avez 2 heures. Là, je vous laisse là et on vient vous rechercher. Je ne sais pas, on va chercher nos élus peut-être, hein, je sais pas, mais évidemment c'est un travail qui est fait aussi par le préfet de région. La Lausanne, c'est pas nous qui allons la changer, hein, c'est une décision parlementaire. Donc on peut éventuellement pousser nos parlementaires à la réviser. Il faut le faire. Voilà. Maintenant, nous sur le terrain, le temps qu'ils révisent, il faut qu'on agisse. Et donc, je pense qu'il y a d'abord un raisonnement de bon sens qui est de dire il faut peut-être qu'on ait un petit peu de sobriété. On ne peut plus, comme par le passé, consommer indéfiniment. On ne va pas refaire le passé, c'est fait, mais il y a eu certainement des comportements qui n'étaient pas optimisés. Et on le voit très bien avec l'agence Nord France Invest qui accueille les entreprises. Maintenant, on leur dit le foncier est rare, revisitez votre projet. Et puis après 2-3 réunions, en général, l'Archi, et en plus c'est bon en termes de process industriel, ils ont revisité leur projet. Mais incontestablement, le foncier sera une vraie problématique. L'eau, ça a été évoqué, et les ressources de main-d'œuvre. C'est autour de ces 3 défis-là où il faut qu'on travaille. L'eau, il y a un certain nombre de pistes qui sont quand même bien identifiées. La Lausanne, oui, c'est toujours pas gagné, hein, parce que le fait que le canal Seine-Nord ne soit pas compté dans nos comptes fonciers, on nous le dit que ce sera le cas, mais ce n'est pas encore écrit noir sur blanc. On se bat au quotidien. Espérons un peu qu'il y ait du bon sens qui prime. On a la chance d'avoir, que ce soit dans des sites urbains, on était une région où il y avait beaucoup de friches industrielles, ce sont des opportunités. On a le port, on a un certain nombre de... Mais il faut être très vigilant, oui, ça devient une denrée rare. Et de ce fait-là, d'être très exigeant sur les projets. Et si vous reprenez cette agence Nord France Invest, dans 80% des projets industriels qu'elle a accueillis depuis un an, ce sont des projets qui tournent autour de nos enjeux REF3, de décarbonation et de créer des écosystèmes sur la mobilité décarbonée, sur l'agri-agro, etc. Donc ça, ce sont des vrais éléments aussi d'attractivité de notre territoire. Mais oui, vous avez identifié là
un point sur lequel il faut travailler. Merci. Ah bah oui, Laurent. Si je peux dire oui. La loi ZAN, on nous en parle beaucoup, puisqu'on sert aussi un peu d'alibi parfois pour contrer des projets. Mais nous, je ne vais pas vous mentir, le zéro artificialisation nette, ça protège nos terres agricoles, donc on ne va pas dire qu'on est contre. Quand je dis ça, Frédéric a parlé un peu du passé, comment ça c'était. C'est peut-être pour ça que c'est arrivé au zéro artificialisation. Je pense qu'il faut malgré tout être intelligent. C'est toujours ce qu'on a essayé de faire au niveau de la profession agricole. En tout cas, si le canal Seine-Nord, on contribue quand même à hauteur de 2500 hectares d'emprise de terres agricoles, on peut toujours dire, voilà. Donc, comme l'a dit Frédéric, il y a un moment, il fallait quand même regarder, on ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. Une fois qu'il y a une prise de conscience, le ZAN, après, il va peut-être être aménagé. Nous, ce qu'on demande, c'est de la sobriété et de l'efficience. Je vais prendre un projet où on nous prend 90 hectares, je tairai le nom, mais 90 hectares de terres agricoles, on va en construire 19 à la fin. Dû à quoi? Dû aux normes, dû au projet, dû au bureau d'études, puisque tout le monde, jusqu'alors, le foncier, ça coûtait pas cher et en plus, plus on en prenait, mieux c'était, puisqu'avec l'évolution foncière, en général, c'était un bon placement. Donc voilà, il y avait cette... et donc on mettait tout un tas de gazon autour, au moins en disant, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis des normes, je serais protégé. Et donc, il y avait cette gabegie foncière. Donc quand vous avez un projet à 90 hectares, que vous en construisez que 19, je me dis que ça ne peut pas durer. Donc ça, par exemple, ces projets-là, quand ils sont présentés, c'est clair que devant le monsieur le préfet, je lui dis ça ne va pas. On n'est pas... on peut aller servir dans nos poches le foncier, nous, c'est notre outil de travail. Donc si demain, je vous prends votre usine et que je vous en enlève un tiers, vous allez me dire, attendez, il faut que je fasse la même activité avec un tiers. Nous, on est obligé de reconstituer la valeur économique de la ferme Hauts-de-France en se faisant prendre 60 000 hectares tous les ans, je crois, c'est ça, hein. Donc, 60 000 tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ouais, oui, 60 000 par an. Au niveau de la France, 60 000 par an au niveau de la France, excusez-moi. Oui, parce qu'à Hauts-de-France, il ne resterait pas grand-chose. Non, mais au niveau de la France, ça fait un département quand même. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Ça y va quand même très vite. Ouais, bien sûr. Donc, c'est dans ce sens-là où on a voulu marquer les esprits en disant, attention, ça ne pourra pas être tout le temps fromage et dessert à tous les repas. C'est très clair, Laurent Degène. Écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à poser vos questions durant le petit cocktail qu'on vous a préparé. Je voudrais remercier Karine Jupin, Laurent Degène, Grégory, Émilie et Karine. Merci. Pascal, pardon. On peut les applaudir. Merci à nos élus. Merci à vous. Merci à toutes les équipes des différents services études et statistiques. Merci à l'équipe com qui est présente. Et puis encore merci à vous pour... votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.